Bonjour, aujourd'hui j'aimerais lancer pas un principe, mais une vidéo un peu particulière parce que en fait, comme vous le savez, je ramène petit à petit, soit grâce à des amis, soit tout seul, différents objets qui sont encore stockés à Paris. Et du coup, j'ai parfois de belles surprises, et puis d'autres fois, d'autres moins bonnes surprises. Et j'avoue que je suis très frustré de ne pas pouvoir vous montrer certains kits, parce que j'ai les boîtes, ou pas le kit, ou le kit et pas la boîte. Ça commence à me peser, et je me suis dit que ça pourrait être rigolo quand même, déjà de vous rappeler que il est possible quand même, pour gagner de la place, de mettre plusieurs kits dans une seule boîte, mais aussi vous conseiller d'éviter de faire comme moi, comme ça a pu être le cas il y a une dizaine d'années quand j'ai dû déménager, de réunir certes des maquettes dans un espace plus restreint, mais ne pas savoir où se trouve la maquette d'origine, c'est quand même pas génial. Bon, maintenant, il faut ce qu'il faut, et surtout, je n'avais pas le choix. Mais assez parlé de ma vie, là, j'ai une boîte qui m'a réservé, donc justement, une de ces mauvaises surprises. Et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de vous montrer ça. Alors, comme vous le voyez, hein, vous n'êtes pas aveugle, il s'agit de la boîte avec la navette spatiale américaine très modifiée, qui apparaît dans le film de 99, donc bientôt 20 ans, Armageddon. Et dès que je remettrai la main sur le kit que j'avais commencé, on en reparlera, mais vous voyez déjà que cette maquette Revell Monogram a quand même trouvé le moyen, je sais pas si ça se voit sur l'écran, mais d'utiliser un titre Armageddon d'une qualité dégueulasse. On dirait qu'ils ont utilisé du 72 dpi pris sur un écran pour mettre en 300 dpi ensuite en impression. Enfin, c'est vraiment très laid. Et la maquette, comme c'est la maquette montée et peinte qui apparaît ici, en plus, fait apparaître très clairement déjà de très nombreux défauts. Mais c'est pas ce qu'il y a de rigolo ici. C'est que, c'est que dans cette boîte, il n'y a pas du tout la Space Shuttle, la navette spatiale. Elle n'y est pas du tout. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que ça reste quand même assez intéressant. Et ce qui est dingue, c'est que je n'ai strictement aucune idée de l'endroit où se trouve la boîte d'origine d'un des kits que je vais vous montrer là. Pour le reste, j'ai ma petite idée. De toute façon, j'en avais pris en plusieurs exemplaires pour des projets assez précis. Mais voyez ça. Donc on passe de Armageddon à des pièces de kits Star Wars et Star Trek. Alors ça se voit peut-être pas là, mais on a ici des pièces d'une des maquettes les plus calamiteuses qu'ait pu produire AMT/ERTL en gardes étoiles. Il s'agit, je sais pas si vous l'avez deviné, mais de l'étoile noire, donc de l'étoile de la mort, de la Death Star. Et comme vous voyez, pour une lune artificielle, c'est quand même pas super détaillé, de la mort qui tue. Alors de toute façon, les détaillages, même sur le modèle de tournage original, c'était essentiellement de la peinture. Mais c'est vraiment pas terrible. Et puis en plus, bon, c'est un assemblage en fait de différents éléments, vous voyez, comme ça, qui est supposé au final faire une boule. Mais j'aime pas du tout, j'allais dire, la grossièreté des détails qu'il y a dessus. Ça aurait pu être fait beaucoup plus finement, surtout qu'à la même époque, ils ont fait certainement une des meilleures maquettes qui soit chez eux, à savoir le double TIE Fighter, qui était en plus avec justement comment on appelle ça, un truc en diorama, si vous voulez, de l'étoile noire, la surface de l'étoile noire pour les TIE Fighter, et c'était vraiment génial. Voilà, donc sur la même période, ils vous sortent un truc génial, et puis de l'autre côté, ça. Voilà, donc si un jour vous tombez sur la maquette de l'étoile noire, je ne sais même plus sincèrement pourquoi je l'ai pris, pourquoi je l'ai,
comment je l'ai acheté. Est-ce que je l'ai eu à un prix ridicule? J'espère que oui. Je pense pas avoir mis beaucoup là-dedans. Qu'ai-je fait de la boîte? Je n'en ai plus aucun souvenir. Voilà. Ce qui est rigolo en plus, c'est que je l'ai même pas sorti de son sachet. Vous avez quand même un socle très visible avec Death Star et le logo de l'Empire, mais pour tenir l'étoile noire et éviter d'avoir un truc qui vient d'en dessous, ils ont fait peut-être comme une map monde avec ce truc là. Donc je viens de voir ici qu'il y avait ce petit trou ici, certainement pour mettre ça comme ça. Donc ça part d'un bon sentiment. Mais au final, du coup, ça donne quand même, l'avait-il deviné, une forme de goutte, mais surtout de Faucon Millenium à leur base, à leur stand. C'est au final assez mal pensé. Mais dedans, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi mes vaisseaux de Star Trek Enterprise. Et a priori, si je ne me trompe pas, là vous voyez donc il y a le NCC 1701D. Il y a a priori aussi le Refit et l'Enterprise TOS ici. Et ils sont tous supposés être à la même échelle, à savoir un 2500. Et il y avait ces trucs-là, qui sont typiques de ce que faisait MTERTL aussi à l'époque, il y a plus de 20 ans, à savoir des flight display. C'est-à-dire que là, ce que vous avez ici, s'ils sont pas abîmés, j'espère, non, ça va. Apparemment, c'est pas cassé, je pense pas. Mais c'est donc non pas des plaques de bois, ni même du carton, mais en fait, c'est de l'acrylique qui est préservé, protégé, vous voyez, c'est transparent au milieu, protégé donc par du papier, une espèce de papier autocollant. Et donc je l'ai 2 fois, donc ça veut dire que j'avais au moins 2 fois le flight display avec très exactement l'Enterprise D, l'Enterprise Refit et l'Enterprise TOS, avec les socles qui vont bien. Mais je pense pas que je vais les utiliser tels quels, ça sera utilisé autrement. Mais ça par contre, ça me sera très utile pour un projet, plusieurs projets même, parce que c'est la forme idéale pour faire je vais pas vous laisser deviner, mais moi ça fait longtemps que je voulais faire le vaisseau amiral d'Idargos de Goldorak. Les couleurs me plaisent pas, ça ressemble à une religieuse pas au chocolat mais pas loin, mais ça me plairait bien de faire ça, ou alors une des petites navettes de Vega. Et sinon, ça a aussi la forme idéale pour faire une grosse version du Prop Droid impérial qu'on voit dans l'Empire Contre-Attaque. Alors ça ferait une version vraiment énorme, mais qui me permettrait de faire des détaillages assez sympas. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait aller ou pour un ovni quelconque ou quoi, mais voilà. Et donc, outre cette version au 1-2500, je sais plus si j'ai donné l'échelle de ces vaisseaux, qui était pas si mal pour l'époque, hein. Ça a dû sortir fin des années 80, pas très très loin de la sortie de Next Generation, il me semble, mais avec des détails malheureusement en plein, mais au moins par les détails que vous avez vus plusieurs fois sur mes vidéos de l'Enterprise D ou 1400. Et donc du coup, un travail d'Aztec paneling de fou. Ah voilà. J'ai donc bel et bien ici des versions, donc non pas bleues, mais blanches, des Enterprise au 1-2500. Mais j'ai également donc les Enterprise, alors que je dise pas de bêtises, B, C et E. Donc le B, c'est tout simplement l'Excelsior modifié, Refit. Le C, c'est celui qui apparaît dans un des meilleurs épisodes de Next Generation, selon moi, qui est Yesterday Enterprise, que je vous invite à découvrir sur Netflix si vous l'avez. Et le E, bien évidemment, c'est celui qu'on voit à partir de First Contact. Voilà, qui est
Supposé être bien plus gros que ça, il me semble. D'ailleurs là, il me semble un peu petit par rapport à l'Enterprise D. Mais voilà. Donc ça aussi, pas mal de projets à les faire tels quels, mais également faire d'autres versions des vaisseaux en question. Donc là, apparemment, j'avais commencé à découper des trucs avec le logo de Starfleet. Pourquoi? Je ne saurais dire. Peut-être un masquage. Je pense que c'était... Ouais, c'est ça. En fait, c'était pour ce truc-là. Comme vous voyez, je l'ai pas. Hein, c'était pas livré tel quel. Et a priori, je pense que j'avais fait un masque du pauvre, on va dire. Ça doit être ça. Un masque du pauvre pour faire la peinture en doré et en argenté. Pourquoi je l'ai laissé là? Je n'en ai plus aucun souvenir. Mais bon, l'effet est pas trop vilain. J'avais essayé une bombe de chrome qui n'a de chrome que le nom, mais ça brille encore bien quand même. J'ai dû faire ça facilement il y a plus de 10 ans. Et ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'était entre guillemets pour la peinture de base. Et je trouve que ça rend quand même assez chouette. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, avant de passer au papier des Enterprise, les fiches d'identité, comme vous l'avez vu passer, j'avais la notice de montage de la Death Star. Et donc, le kit, c'est un des derniers qui était sorti, hein, du coup. RTL apparemment faisait partie de RC2 déjà. Bon, 2005, donc ça veut dire quand même que c'est sorti, cette maquette, cette horrible maquette est sortie au moment de la sortie de la Revanche des Sith. Voilà, c'est certainement une des dernières maquettes qu'ils aient sorties, en plus des maquettes de la Revanche des Sith que je vous ai présentées pour certaines, notamment le Jedi Starfighter. Et donc vous voyez, ah par contre c'est intéressant, c'est qu'effectivement vous pouvez soit le mettre là-dessus, soit le mettre ainsi, mais ça veut dire que la petite tranche qui permet de l'accrocher, vous intéresse à savoir si vous l'utilisez pour en haut ou pour en dessous. Vous pouvez pas choisir l'un ou l'autre. Voilà, donc le montage est assez simple, mais la forme est aussi très simple. Et franchement, moi je pense que quand je l'ai reçu, en fait, si je me rappelle bien, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est on va la niquer et faire la version étoile noire numéro 2 d'Endor. Alors je sais qu'elle est supposée être un peu plus grande, mais au moins il y aurait moyen de faire quelque chose avec les morceaux et de faire donc du coup une espèce d'aspect millefeuille comme on voit dans le film. Ça pourrait le faire, mais ça demanderait un boulot de dingue, hein. Mais autant faire quelque chose avec ça, parce que tel quel, avec beaucoup de talent de peinture, ça sera un peu difficile. Et sinon donc, les vaisseaux de Star Trek. Alors, là il y a plein de décalcos à part. Mais les notices de montage, je vous le montrerai de toute façon, je vous les représenterai. Mais donc là, c'était pour les TOS Refit et Next Generation. Et donc vous voyez, le montage est quand même assez simple. J'allais dire simpliste. Mais si vous faites par exemple les versions dorées qu'on voit dans First Contact, on s'en fout, hein. Et là, c'était donc pour le B, le C et le E. Donc là, c'est un poil plus complexe parce que c'est un peu plus récent. D'ailleurs, de quand ça date, ça? Ça aussi, c'est intéressant quand même aussi de le savoir. Voyons. Bah, vous voyez, c'est de 88. Voilà, donc ça a très exactement 30 ans. Ce kit-là a 30 ans. Ça n'excuse rien, mais ça a 30 ans. Tandis qu'ici, bah là, vous voyez, ça date de 2005. Voilà. C'est un peu plus récent.
un petit peu plus récents. Donc comme je disais que c'était un petit peu plus complexe, donc vous avez l'Enterprise B, qui est donc qui reprend la forme de l'Excelsior, que l'on voit donc dans Generations. Là, l'Enterprise C qu'on voit dans Yesterday Enterprise, mais qu'on voit aussi sous différents noms dans différents épisodes de non seulement Next Generation, mais aussi Deep Space Nine, et je crois que c'est tout, parce que je vois pas ce que ça foutrait dans Voyager. L'Enterprise E, que lui on ne voit que dans les films. Ça c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que j'ai jamais compris pourquoi le refit et le E n'apparaissent pas du tout dans les séries Star Trek, alors que d'autres vaisseaux comme ceux-là y apparaissent régulièrement. C'est complètement fou. C'est comme si il y avait en fait une espèce de contrat qui empêchait l'utilisation de ces designs et de ces modèles de tournage dans autre chose que les films de Paramount. Bon, en tout cas, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris finalement des décalcos ailleurs. C'est que ça, c'était donc pour les maquettes de 88. Vous voyez, pour les 3 vaisseaux, vous avez que ça. Là, c'est quand même une décalco pour l'Enterprise B, une décalco pour l'Enterprise E, et je ne vois pas les décalcos pour l'Enterprise B, pardon, C. Je suis assez surpris. Qu'en ai-je fait? C'est peut-être quelque part dans les autres décalcos, mais voilà. Donc du coup, des années de ça, même s'il manque la stack paneling, j'avais acheté ce genre de truc parce que c'était quand même bien plus pratique pour faire non seulement les comment dirais-je, les hublots, mais aussi les nacelles de secours. Et là en plus ça permettait de faire d'autres vaisseaux que l'Enterprise. Là vous voyez USS Sutherland, mais vous pouvez faire l'Enterprise si vous voulez. Mais hop, voyons ce qu'il en est. Donc il y avait pour les phasers aussi. Et ça, donc pour le Sutherland apparemment, Nebula Class. Donc le Nebula Class en fait c'est quoi? C'est la soucoupe de l'Enterprise D, pas de cou, de neck. Un truc supplémentaire ici, les nacelles des moteurs mis à l'envers au-dessus. Et ça vous fait un vaisseau différent. Voilà. Et c'est ce qui me plaît dans Star Trek, c'est le fait, voilà, c'est le fait que vous ayez la possibilité, si ça vous amuse, de faire des versions alternatives, des versions différentes et modulaires de ces vaisseaux, à partir d'autres morceaux de vaisseaux. Et pourquoi? Parce que en fait dans Star Trek ils avaient utilisé notamment cette technique là. Là par exemple ici c'était pour des vaisseaux qu'on voyait détruits dans un épisode qui est aussi excellent, qui est le double épisode où Picard devient Borg. Et on n'en voit que les épaves qui flottent dans l'espace, hein, de loin, mais des vaisseaux en vrai ont été faits à partir de morceaux de maquettes, et pas seulement. Donc là c'est l'USS Honshu par exemple, avec, c'est marrant ici, des moteurs supplémentaires qui sont en fait des marqueurs. Voilà. Et ici vous avez le Princeton, qui est donc un vaisseau avec 3 moteurs au lieu de 2. Ça change aussi. Et avec les moteurs et les éléments de l'Enterprise C. Donc moi je trouve ça assez sympathique, et c'est pourquoi j'en avais pris beaucoup, non pas au 1400, hein, parce que c'est un peu gros, mais quoique j'en ai beaucoup, mais au 2500. À un moment ils avaient réédité les kits, comme vous l'avez vu là en gris, donc je me suis pas privé. Donc il y avait aussi PNT Models qui proposait au 2500 donc des décalcos génériques pour les vaisseaux qu'on veut. Donc vous voyez là il y a tout ce qu'il faut pour faire les délires qu'on veut. Là pareil, plutôt pour comment dirais-je, des vaisseaux de TOS j'imagine. Là uniquement les nacelles de secours, donc pour les Galaxy Class. Donc voilà.
Et là, du coup, c'est vrai que je n'avais pas à m'inquiéter pour l'Enterprise B ou C. Là, vous avez quand même des décalques beaucoup plus précis, avec en plus un début d'Aztec paneling, vous voyez, les bandes bleues. Et pareil ici encore, des décalcos de Galaxy, classe Galaxy. Donc c'est des achats que je faisais régulièrement il y a 10-15 ans. Parce que PNT Models proposait vraiment ces trucs-là pour un prix dérisoire. Et donc du coup j'avais plein de projets, plein de trucs à faire. Et en plus on m'avait filé quand même pas mal de maquettes que des amis finalement ne voulaient plus faire. Donc voilà, je me suis retrouvé avec ces kits au 12500 comme vous le voyez. D'ailleurs je range ça n'importe comment. On va essayer de mettre ça comme ça, voilà. Et je me retrouve avec donc cette surprise, qui était donc de retrouver du Star Trek et du Star Wars dans une même boîte, qui en plus n'est même pas ni du Star Trek ni du Star Wars, mais du Armageddon. Et je trouvais ça rigolo. Voilà. Bah écoutez, 20 minutes déjà que je parlote pour vous montrer tout ça, pour un truc qui n'est pas avec les bonnes boîtes. Vous m'envoyez désolé, mais au moins comme ça c'est fait. Si je retrouve la boîte, bah, on reviendra dessus et du coup ça durera que quelques minutes. Hein, mais voilà, vous le savez désormais. Donc il existe des maquettes Star Trek au 12500 qui remises, comment dirais-je, dont les pièces modulaires peuvent être arrangées autrement si vous le voulez pour faire d'autres vaisseaux. Ça peut être rigolo. Qu'on voit d'ailleurs dans les séries, dans les films. La maquette de l'étoile noire, bah, je vous la conseille pas du tout. Et voilà, maintenant vous savez qu'elle existe. Et j'espère, un de ces quatre, pouvoir vous montrer la maquette de l'Armageddon, qui était en stand-by parce que, ayant vu le modèle de tournage subrepticement à Disneyland, il est clair que je ne pouvais pas le faire comme le proposait Revell. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce genre d'ouverture de boîte vous aura intéressé. Si c'est le cas, dites-le moi, j'en referai d'autres, hein, parce que j'ai beaucoup de boîtes avec d'autres trucs dedans. Ça peut être rigolo, voilà, ça peut être un Kinder surprise, ça peut être, vous savez, ces pochettes surprises qu'on trouve parfois dans les boulangeries. Donc, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est maintenant dans les 1550. C'est quand même pas rien, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis le début. Merci à vous tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ouverture de boîte.